Pourquoi les gens se radicalisent? Ce que j'entends par radicaliser, c'est pourquoi les gens deviennent de plus en plus sensibles à une opinion qui n'est pas la leur, comment ça se fait qu'on ait des réactions disproportionnées pour juste des propos ou des avis qui diffèrent d'une autre. Est-ce que c'est sociologique? Est-ce que c'est biologique? Est-ce que c'est psychologique? On va réfléchir à ça. Donc déjà, premièrement, vous en doutez, évidemment vous en doutez, il y a forcément les réseaux sociaux. Hein, l'algorithme, tout ça, qui fait qu'on est de plus en plus confronté aux mêmes avis, qui fait qu'on est toujours confronté à des gens et mis en contact avec des gens qui sont plus ou moins sur notre ligne éditoriale. Donc si vous êtes de droite, vous êtes exposé à du contenu de droite, on va vous présenter des influenceurs de droite, et si vous êtes de gauche, on va vous présenter des trucs de gauche, des gens de gauche, tout ça, ta 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 ta. Donc ça, rien de nouveau sous le soleil. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est déjà deux choses, deux comportements humains qu'on a tous. Hein. Déjà, c'est la volonté d'avoir raison, qui est quand même assez curieuse. Je veux dire, notre cerveau est une machine à survivre. Donc on devrait en fait en avoir quelque part rien à faire d'avoir raison ou pas, d'en avoir rien à foutre de qui c'est qui détient la vérité objective. Et pourtant on voit, on atteste, on constate que les êtres humains sont obsédés par la quête de la vérité. Ils sont obsédés par l'idée d'avoir la vérité absolue. C'est pour ça qu'on a la science, c'est pour ça qu'on crée plein de machines pour observer des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Donc, il y a une volonté humaine à l'échelle de l'espèce de connaître ce qui dépasse, de constater ce qui dépasse nos simples perceptions. Mais en quoi, en fait, ça aide à la survie? Ça aide à la survie parce que justement, plus tu as d'informations, plus tu peux choisir l'information qui sera utile pour ta survie. Autrement dit, plus tu fais du quantitatif, plus tu as de chances d'avoir un moment, une info qui augmente tes chances de survie drastiquement. On peut prendre par exemple l'exemple des microbes et des virus, donc tout ce qui est micro-organismes. À une époque, on ne savait même pas que ça existait. Et dès qu'on a compris que c'était eux qui nous rendaient malades, qui transmettaient la plupart des maladies, et qu'on a compris comment les éradiquer ou comment en tout cas diminuer leur prolifération, on a gagné je ne sais pas combien d'années de vie. Et pareil avec les vaccins. Donc une information. Mais pour avoir cette information, il a fallu en chercher plein d'autres. Faire des théories alchimiques, métaphysiques, même parfois astronomiques, et passer par différents champs pour en fait arriver à un moment à la vérité qui est ça marche. Hein, avant qu'on ait conceptualisé l'atome, les Grecs ou les Romains pensaient qu'en fait il y avait des éléments, le feu, la terre, l'air et le bois ou le métal, qui coïncidaient et qui créaient une forme plus petite que la matière que l'on voit et qui composait la matière. Donc ce qui aujourd'hui serait une bonne base pour faire une série d'animations, mais à l'époque c'était vraiment de la vraie science, c'était la pensée scientifique la plus élaborée du monde. Et du coup, je profite de cette transition pour faire la transition justement sur un autre point que les gens selon moi ne font pas assez, c'est croiser différents champs. Le problème actuel dans la façon dont on accumule les connaissances, dans la façon dont on recherche, c'est que généralement, on va chercher un seul point dans un seul courant de pensée, donc par exemple la science, et on va partir du principe que ce courant de pensée-là est exhaustif, qu'il a tout compris, et que ce n'est que par lui qu'on atteindra la vérité. Donc si vous êtes un scientifique de la recherche, vous n'allez jurer que par la recherche scientifique, que par les études faites en double aveugle, les études randomisées, etc. Et souvent occulter par exemple tout l'aspect spirituel, religieux des anciennes cultures, simplement, ou même d'autres cultures. Donc pareil, si vous êtes anthropologue, biologiste, vous n'allez jurer que par les causes biologiques qui
influent les comportements humains ou animaux, et vous allez occulter tout ce qui est psychologique, intellectuel, scientifique, sociologique, etc. Donc moi, ma thèse, ce que je pense, c'est que la vérité, on ne peut l'atteindre que en croisant justement les différents champs, en fait. C'est-à-dire que oui, la science ça marche, mais la science étant limitée, il faut chercher un peu du côté spirituel, et la spiritualité étant limitée aussi, il faut chercher aussi du côté biologique, etc. Et en fait, quand on voit que plusieurs idées reviennent dans différents champs, donc par différents moyens, bah là on peut penser que cette idée est vraie. Par exemple, la méditation. La méditation, dans la plupart des pratiques religieuses, spirituelles, il y a une forme de méditation. Chez les moines, donc c'est la méditation en tailleur comme on connaît, donc chez toutes les moines d'Asie, à peu près bouddhistes, asiatiques, shintoïstes, taoïstes, c'est à peu près le même style de méditation, même s'il y a plusieurs pratiques. Et par exemple, du côté occidental, la forme de méditation qui est le plus courant, c'est la prière. Donc quand vous priez votre Dieu, c'est une forme de méditation. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que en fait, la méditation, on voit dans les études que ça a des réels effets sur la construction de notre cerveau, sur comment on pense, sur le stress. Et donc là, on peut voir que avant, la méditation, c'était du niveau religieux, c'était dans le champ religieux. Et là, parce que le champ scientifique dit mais en fait c'est vrai, ça marche, là on peut dire ok, bah c'est vrai, la méditation c'est un vrai truc qui existe, donc qui a une certaine vérité en soi. Et donc moi je vous conseille aux gens, j'aimerais que les gens fassent ça. Donc déjà parce que ça te permet de s'approcher de la vérité, mais aussi quand tu es quand tu travailles avec plusieurs champs, quand tu travailles dans plusieurs champs qui sont souvent vus comme antagonistes, ça empêche le côté absolutiste de ta pensée. C'est-à-dire que quand tu vas à fond dans la science, c'est très facile de se dire la science c'est l'alpha et l'oméga, ça voit tout, ça comprend tout, c'est le meilleur moyen que l'humanité a jamais trouvé d'expliquer des trucs, donc et tout ce qui est à côté c'est du bullshit. Ce qui fait que tu te fermes toi-même, tu fermes ton esprit à la possibilité que d'autres champs puissent apporter des choses que la science, elle, ne peut pas apporter. Et en fait, ça fait que tu deviens obtus. Quelque part, le fait de n'avoir qu'un seul champ, de se concentrer que sur un seul champ, ça te rend simplement plus fermé d'esprit, plus intolérant aux nouvelles idées. Et il faut comprendre qu'on l'est tous à un certain niveau, hein, pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas être spécialiste, on ne peut pas être vraiment expert dans tous les domaines en même temps. C'est juste pas possible. Je peux pas être à la fois prêtre, à la fois yogi, à la fois chercheur scientifique avec un master à la fois en biologie, en anthropologie, en psychologie. Non, à un moment, il faut choisir ses renoncer. Donc on peut pas tout faire. Et c'est pour ça que c'est important que des spécialistes de différents domaines discutent entre eux. Hein. Généralement, les praticiens les plus doués, les praticiens les plus efficaces, c'est des gens qui ne se confinent pas dans leur pratique. C'est des gens, par exemple, moi je suis un psychiatre qui s'appelle Dr. K, qui est un Américain. Donc lui, c'est un yogi, donc il a des connaissances spirituelles, mais il est aussi diplômé d'Harvard. C'est un réel psychiatre et il explique très bien que, en fait, les deux champs sont utiles dans sa pratique. Donc, parce qu'il y a des choses que le spirituel lui permet que l'approche purement médicale, purement scientifique ne permet pas, et vice-versa. Et ça permet en fait si vous voulez, de l'intersection entre les deux domaines, créer une pratique qui est entre guillemets pure et efficace et efficiente. Et ça fait que mentalement, ça crée à peu près le même effet que quand tu connais plusieurs langues. Ça permet, pour garder la métaphore de la langue, de voir les limites de ton langage d'origine. Donc en fait, tu sors de ta langue, du coup tu en vois mieux les contours. Et ça te permet aussi de voir les éventuels apports d'autres langues. Donc tu remplaces langue par courant, chant, science, religion. C'est la même chose. Parce que quand tu es à 100% dans ta pratique, ça te permet certes d'aller plus loin, ça te permet certes de fouiller, de te spécialiser, mais ça t'empêche de voir les limites. C'est la différence entre
C'est comme si tu es dans une grande étendue d'eau. Si tu es plongé dedans, tu as l'impression que tu es dans l'océan. Tu as l'impression que tu es dans la mer. Et en fait, il n'y a que en sortant de l'étendue d'eau que tu te rends compte que que l'océan n'était que une mare ou qu'un lac ou une rivière. Tu vois. Et ça, ce n'est pas possible si tu n'as pas un autre référentiel. Avoir plusieurs champs, ça te permet d'avoir plusieurs références. Donc, on va dire, si tu croises pour regarder la dichotomie spirituelle spirituelle et scientifique, si tu es à fond dans la science, tu peux baser tes études scientifiques sur un référentiel spirituel pour savoir est-ce que c'est toujours pertinent. Et si et pareil, on fait surtout l'inverse en Occident, c'est-à-dire qu'on va juger le spirituel vis-à-vis d'un référentiel scientifique et en fait on va garder ce qui est pertinent scientifiquement. Donc pour moi, si les gens se radicalisent encore plus, c'est parce ce sont des gens qui ne se focalisent que sur un seul domaine, un seul champ, ou en tout cas différents champs, mais qui sont cohérents. Tu vois, c'est comme pour prendre l'exemple de la politique, c'est comme quelqu'un de gauche qui va s'intéresser au féminisme et à l'écologie. Ouais, c'est des champs qui apparemment sont différents, mais qui sont dans une cohérence, dans un autre champ plus vaste qui est le champ du progressisme, si on peut dire ça comme ça. Ouais. En fait, c'est des champs qui obéissent aux mêmes lois, c'est des choses qui ont une base commune. Le seul moyen d'ouvrir son esprit, le seul moyen de devenir plus nuancé, plus intelligent, plus subtil dans toutes ses approches, et donc aussi plus efficace, c'est de croiser différents champs qui ont apparemment rien à voir. C'est-à-dire comprendre, si tu es d'un bord politique, quel est le point de vue, quelle est la vision des choses, quelle est la méthode qu'utilise le camp d'en face. Et ça, le truc, c'est que ça demande une humilité. Ça demande de pouvoir se dire ok, il y a un connard que j'aime pas, mais ce connard que j'aime pas semble avoir une méthode pour avoir un résultat que je veux. Et ça, c'est vraiment full humilité, parce que ça demande d'admettre que quelqu'un que t'aimes pas a raison, ça c'est déjà hyper dur de deux. De deux, du coup, d'admettre que la personne que t'aimes pas a un résultat que toi tu voudrais avoir, ce qui est encore dur aussi de reconnaître, de dire que déjà que tu veux quelque chose que tu n'arrives pas à avoir, déjà te dire que tu le voulais vraiment et pas tomber dans cette espèce de piège de vu que je peux pas l'avoir, en fait je m'y désintéresse psychologiquement, c'est dur. Et je crois qu'il y avait un troisième point. Ah oui, et le troisième point, pour les gens vraiment qui ont une hauteur d'âme incroyable, c'est d'aller demander à la personne que t'aimes pas si elle peut t'apprendre à avoir le résultat que tu as. Et après, intégrer sa méthode pour tes idéaux à toi, pour tes idéologies à toi. Parce que en soi, avoir des idéologies et se plonger dedans et y croire à 100%, c'est pas un mal. Mais faut pas que ça te ferme, que ça te condamne, que ça te cloisonne dans ton approche des choses. Quelque part, on pourrait dire que les gens se radicalisent parce qu'ils manquent de curiosité. Les discussions les plus intéressantes et celles qui le font le plus avancer, c'est celles qui croisent différents champs. C'est celles qui croisent la sociologie, la psychologie, l'anthropologie, les notions économiques. Par exemple, la notion du 80-20, c'est une notion qui est à la base purement économique. C'est un banquier qui a créé ce truc-là, il me semble, ou un économiste. Et pourtant, tu te rends compte, le truc, il est tellement vrai qu'il s'applique dans n'importe quel domaine. La loi de Pareto, ça s'applique pour vos clients, ça s'applique pour votre alimentation, ça s'applique pour votre régime sportif, ça s'applique dans vos relations, ça s'applique dans la loi de Pareto, c'est un truc. Et si on s'était dit, non mais c'est un outil économiste qui ne fonctionne que dans l'économie, on se prive d'un outil super utile. Donc bon, pour résumer cette partie, les gens se radicalisent parce qu'ils ne sont pas assez curieux pour observer différents champs et parce qu'ils manquent d'humilité. Donc il y a aussi le côté, mais j'en parlerai pas là dans cette vidéo, le côté réseaux sociaux et le côté en fait tolérance. Faut que j'en quand même en parler un peu. Où en fait c'est plus tu es exposé plus tu es dans ton entre-soi, donc c'est-à-dire dans ton groupe de gens qui pensent la même chose, qui se conforment au groupe, plus en fait tu baignes un peu dans ton jus et plus tu deviens sensible
a des avis qui divergent de toi. Si tu veux, imagine que tu es dans un bain chaud, de souffle à 30, 40 degrés, tu vois, c'est bien, et qu'on te jette directement dans l'eau froide. C'est ce qui se passe quand soudainement tu es dans un groupe et que tu rencontres quelqu'un qui a une idéologie totalement opposée à toi. Donc ça crée des réactions de type antagoniste, donc de l'agressivité. Tu vas dire non, mais tu comprends rien, blablabla, blablabla, et voilà, et tu vas devenir ce qu'on appelle quelqu'un de chiant et quelqu'un qui se radicalise simplement parce que c'est deux référentiels qui se confondent. Et fondamentalement, c'est même pas que sur le sujet de base, les gens ne sont pas forcément d'accord. C'est simplement qu'ils ont tellement des outils de mesure, des outils de compréhension, une idéologie, des moyens de compréhension du monde qui sont différents, que quand ils se rencontrent, ils n'arrivent pas à se comprendre. Et qu'il faudrait limite un intermédiaire, un décodeur, qui explique, en fait, quand lui il dit ça, toi tu comprends ça, mais en fait non, c'est pas ça qu'il voulait dire. Et donc en fait on revient un peu sur ce que je disais au début, c'est que plus tu observes différents champs de pensée, différents courants de pensée, plus tu t'exposes à des mentalités, des paradigmes qui sont différents du tien, et plus ça t'ouvre l'esprit. C'est pour ça en fait que les gens qui se disent spirituels peuvent être très intolérants, c'est parce qu'ils ne jurent que par le spirituel, la kundalini, l'alignement des chakras, et qu'ils oublient tout le reste qui existe, qui est une réalité, mais qui est juste une autre réalité. Donc pour conclure cette petit épisode, ce petit podcast qui fait déjà 16 minutes, les gens se radicalisent parce qu'ils restent enfermés dans leur perception. Ils ne se challengent pas. Ils restent dans leur réalité. Et ils sont convaincus que cette réalité est absolue et doit être la même pour tout le monde. Or, la plupart des réalités ont une part de subjectivité. La seule réalité objective, c'est celle de Dieu. Et c'est tout. Donc, les êtres humains entre eux, d'une différente culture, d'un différent domaine et d'une différente... qui ont bossé différents sujets, ont une vision du monde qui est différente et faut un liant. Un scientifique ne peut pas comprendre la mentalité d'un spirituel comme ça. Un jeune ne peut pas comprendre la mentalité d'un vieux comme ça. Il faut un liant, il faut un point commun. Donc pour le jeune et le vieux, ça peut être par exemple le vieux qui s'imagine, qui se rappelle comment il était quand il était jeune, de la manière la plus objective possible. Et bon, pour le spirituel et le scientifique, faut qu'il y en ait un qui fasse le pas vers l'autre, ou que t'aies quelqu'un qui fait les deux, comme moi par exemple. Donc bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. Je pense que ce mois d'août, je vais faire que des podcasts, parce que de toute façon, les gens ont autre chose à foutre que regarder des vidéos. Et puis moi, voilà, ça me permet de me concentrer sur d'autres projets. Donc n'hésitez pas à partager ce podcast, à lâcher un like, à vous abonner. Ça me ferait beaucoup plaisir. Et je vous fais des bisous.